Le MS-13 est le gang le plus violent sur lequel j'ai jamais enquêté. Viol, meurtre et violence. Le MS-13 fait toute une série de victimes dans l'aire urbaine de Boston. Leur devise, c'est « tue, viole, contrôle ». Ils voulaient conquérir le marché de la drogue de Boston. Une mère innocente et 3 adolescents ont été tués dans un règlement de compte du MS-13. Ils recrutent des gamins très jeunes, certains n'ont que 10 ou 11 ans. Le MS-13, ce sont des animaux. Ils transforment des enfants en psychopathes. Ils saignent de partout. Ils trafiquent dans la violence. Et cette violence, c'est tout pour eux. Ils l'ont poignardé 38 fois. Le MS-13 a transformé un quartier ouvrier, un quartier de travailleurs, en un terrain de chasse pour les assassins. Et donc moi, mon boulot, c'est de protéger ces gamins. Je fais ça parce que je veux que nos quartiers soient plus sûrs. Je veux protéger notre pays. Je suis l'agent spécial Jeff Wood. Bienvenue dans FBI Enquête en immersion. Je n'ai jamais vu un gang aussi peu scrupuleux à l'idée de tuer quelqu'un que le MS-13. La violence, c'est tout pour eux. Grâce à elle, ils recrutent leurs membres, ils protègent leur territoire et ils gagnent leur argent. Le MS-13 tire son origine dans un événement terrible, la guerre civile du Salvador. Beaucoup de gens ont émigré vers Los Angeles. Parmi les plus jeunes, certains ont alors lancé leur propre gang. En 1979, il y avait la Mara Salvatrucha, ce qui signifie notre gang salvadorien. Dans les années 80, ils sont devenus un gang américain. Ils se sont mis à faire des fusillades et à vendre de la drogue. Certains se sont fait arrêter. Dans le système carcéral californien, c'est la mafia mexicaine qui régnait sur les gangs latino-américains. En preuve de respect, la Mara Salvatrucha a ajouté le nombre 13 à son nom, parce que le nombre 13 est associé à la mafia mexicaine. Les membres du MS-13 n'ayant pas la nationalité états-unienne, ils ont été renvoyés au Salvador. Et une fois arrivés au Salvador, ils sont devenus encore plus terrifiants qu'auparavant. Tout ça a fait que leur hiérarchie, qui était adaptée à Los Angeles, s'est retrouvée au Salvador. Cette affaire était différente. Elle était plus violente, plus rapide et plus importante que toutes les autres. J'ai dû me détacher de l'aspect humain de cette affaire pour pouvoir faire mon travail, parce que c'était abominable. On a commencé à s'intéresser au MS-13 en 2012 parce qu'on était au courant des problèmes dans le reste du pays et qu'on assistait à une légère hausse des violences commises par le gang dans la région de Boston. Cette région densément peuplée abrite une des communautés d'Amérique centrale les plus importantes du pays. C'était terrifiant de se dire que toutes ces choses se produisaient dans nos quartiers. Ils travaillent dur, très dur. Ils bossent en cuisine, dans les restaurants. Ils font des boulots que personne d'autre ne peut faire. Vous avez des parents qui ont peur qu'on force leurs enfants à rentrer dans un gang. Vous avez des parents qui ont peur que leurs enfants qui rentrent à pied le soir puissent être tués dans une fusillade. J'ai été affecté à la brigade anti-gang de la police du Massachusetts. Mon boulot, c'est d'être en permanence dans la rue. On a découvert que le MS-13 recrutait en majorité dans les écoles du coin. Et malheureusement, on avançait à l'aveugle dans cette communauté d'Amérique centrale parce que ils ne viennent pas voir la police, par peur des répercussions. Je m'appelle Maria. Je suis venue aux États-Unis pour une vie meilleure. Au Salvador, j'avais peur de la violence par arme à feu. Il n'y avait pas d'avenir pour ma famille. Je n'avais pas les moyens pour un billet d'avion. Alors je me suis cachée dans des trains de marchandises. Une fois arrivée, j'avais 2 boulots et j'ai économisé 1 an pour permettre à ma famille de me rejoindre. J'étais tellement heureuse quand mon fils est arrivé. Il allait au lycée et se débrouillait bien. Je croyais l'avoir mis à l'abri du danger, mais il a commencé à se faire harceler à l'école par des gens qui voulaient lui faire rejoindre le MS-13 à Boston. Il refusait parce qu'il voulait devenir ingénieur. Et puis 2 mois après notre arrivée ici, on l'a menacé de mort s'il ne rejoignait pas le gang. L'histoire de Maria est incroyable.
Elle a dû endurer tellement de choses pour arriver ici, et tout ce qu'elle voulait, c'était de faire venir sa famille. Et puis moi, je suis là, à enquêter sur des crimes sans même me rendre compte qu'ici, il y a une communauté qui n'a aucun moyen d'expression. Jeff et moi, on travaille ensemble depuis 2000. Lui et moi, on a sûrement passé plus de temps ensemble qu'avec notre propre famille. Le FBI ne peut pas lancer d'enquête ou d'opération sur les gangs de rue sans coopérer avec les autorités locales et la police de l'État. Alors, on a créé la force d'intervention anti-gang North Shore. En 2012, on a été témoin d'une violence comme on n'en avait jamais vu avec des jeunes. Ils étaient traqués par des membres du MS-13. Ils se faisaient pister sur leur ligne de bus, puis suivre jusqu'à chez eux. Il y a eu des agressions, des vols, et tout ça pouvait être relié au MS-13. Notre objectif avec l'opération Mean Streets, c'était d'infiltrer le gang avec des informateurs, de collecter des preuves de leurs activités criminelles et de les poursuivre en justice, et bien sûr de les chasser de nos rues. Ce que nous voulions faire, c'était neutraliser une quantité importante de membres éminents du MS-13 afin d'enrayer l'efficacité des activités du gang dans la région de Boston. Quelle que soit l'enquête, il est crucial d'avoir des informateurs. Ce sont vos yeux et vos oreilles dans des situations qui vous seraient inconnues si vous n'aviez personne à l'intérieur. Dans le cas du MS-13, nous avons eu du mal à trouver quelqu'un pour travailler avec nous. S'ils apprennent que vous travaillez avec la police, ils vous tueront vous, votre famille et quiconque a un lien avec vous. En 2012, je me suis rendu au Salvador pour un programme d'échange. J'ai pu en apprendre plus sur le gang. C'est au Salvador qu'un collègue m'a présenté un individu qui pouvait potentiellement devenir un informateur. On l'appelait Meiko. Il n'était pas membre du MS-13 à proprement parler, mais plutôt membre d'un cartel. Meiko avait été arrêté en tant que membre de ce cartel. Il avait une affaire très lucrative de trafic de drogue. Il a été expulsé et renvoyé au Salvador et d'un coup, il n'avait plus rien. Il voulait retourner aux États-Unis avec sa famille, vivre une vie d'honnête citoyen et laisser son passé de criminel derrière lui. Il a manifesté de l'intérêt pour le fait d'aider à débarrasser le Massachusetts du MS-13. Quand je rencontre Mario, je sais qu'il est temps de reprendre ma vie en main. Je propose donc de travailler avec le FBI. C'était la seule manière de me débarrasser de tout ça et d'aider les jeunes. Il était absolument convaincu qu'il pouvait s'infiltrer. J'ai toujours grandi avec des gens du MS-13. Ce sont des animaux. Je les ai vus découper des gens en morceaux et les manger. Quand Meiko a été présenté au FBI, c'était une opportunité inouïe pour nous. C'était un criminel connu dans le milieu, ce qui donnait du crédit à ses paroles. On ne peut pas envoyer n'importe qui faire ce genre de choses et s'attendre à les voir revenir indemnes. Il faut quelqu'un qui connaît le milieu. Quand on a fait venir Meiko aux États-Unis, on l'a fait se passer pour un clandestin à Chelsea, dans le quartier de East Boston. Au début de l'enquête, Meiko achetait de faux passeports et de fausses cartes d'identité, vous voyez. De temps en temps, il demandait de la drogue à quelqu'un. Et tout ça lui construisait la réputation d'une personne qui est dans le trafic de drogue. Sous ma direction, j'ai donné l'autorisation à Meiko d'acheter de la drogue. Notre objectif, une fois qu'il aurait initié ses relations, était d'utiliser son passé de trafiquant pour prouver que le MS-13 était prêt à utiliser ses ressources pour protéger un trafiquant, nous permettant ainsi de les poursuivre en justice. On réfléchissait constamment à la stratégie à suivre pour faire avancer l'enquête et atteindre notre objectif d'élimination de ces gangs. Quand je suis arrivé à Boston, j'avais tout le temps peur, je ne connaissais personne. Et je m'imaginais que le FBI pensait peut-être « Non, ce gars-là, il n'y arrivera pas ». Mais dans ma tête, je me disais qu'il fallait que je le fasse. Ici, il y a des opportunités alors que dans mon pays, il n'y a rien. Mais pour avoir une vie meilleure, je devais d'abord en mener une double auprès du MS-13. Meiko arrive dans le Massachusetts et on essaie de l'intégrer dans la communauté.
On finit par lui présenter Muerto. En espagnol, muerto, ça veut dire le mort. Muerto est un membre du MS-13, ce qui veut dire qu'il a déjà commis plusieurs crimes violents. C'est là que j'ai rencontré Muerto pour la première fois, là où tout le monde traîne. La rencontre entre Meco et Muerto a été cruciale pour notre enquête. Ça lui a permis de se faire un bon ami au sein du gang. À Chelsea, tout le monde écoutait Muerto parce que c'était un dur à cuire. Dès notre rencontre, il y a eu comme un lien entre lui et moi. Après ça, j'ai eu du pouvoir à Boston. Il s'entendait bien avec Meco. Et il lui a fait rencontrer d'autres membres du MS-13. Tout ça nous a permis d'infiltrer le gang. Nous avons demandé à Meco de raconter aux membres de sa clique qu'il travaillait avec des trafiquants de drogue texans qui allaient faire passer une cargaison de drogue par la Nouvelle-Angleterre afin de la vendre à un groupe venu du Canada. Ils savaient que j'avais travaillé avec un cartel. Je leur avais dit que j'avais besoin de protection et qu'à la fin, tout le monde se ferait 500 $. Alors ils se sont tous dit « Waouh, c'est beaucoup d'argent ». Tout était en place. J'ai envoyé des agents de la force d'intervention établir la surveillance de l'endroit où allait se passer la transaction. L'objectif de ces preuves était de montrer que des membres du MS-13 avaient pris part à ces manigances ayant pour but la distribution de substances illicites. Et ça a marché. Le détail de la protection de Meco servait à le rapprocher du gang parce qu'on le voulait prêt pour qu'il puisse rassembler des preuves, mais on ne le voulait pas trop près. Je voyais alors Meco régulièrement, plusieurs fois par jour. C'est ici qu'on a placé Meco, pendant la majorité de l'enquête. J'allais à l'intérieur du parking et on échangeait nos informations à l'abri des regards, parce que la ville a des yeux partout. À ce stade de l'enquête, on apprend surtout qui sont les membres ainsi que leur rôle. On gagnait leur confiance. Ils avaient confiance en Meco. Ainsi, ils se confiaient plus facilement à lui. Il rassemblait aussi beaucoup d'informations, des renseignements sur la structure du gang. La hiérarchie était très claire. La clique Eastside était dirigée par Casper. Ensuite venait son bras droit, Playa. En dessous d'eux, il y avait les membres importants. Ce sont des contributeurs notables du gang. Ils avaient aussi des Chequeos et des Paros. On a appris qu'il y avait une clique importante et que Muerto en faisait partie. On a aussi appris l'existence de toutes les cliques de la région. 8 au total à l'époque. Tout se découvrait sous nos yeux. Il a réussi à infiltrer le gang le plus dangereux du monde. Nous faisions très attention avec ce qu'on lui faisait faire. On était très conscients d'à quel point cela pouvait être dangereux pour lui. J'ai été plus stressé pendant cette enquête que je ne l'ai jamais été à n'importe quel autre moment de ma vie, y compris lorsque j'étais en Afghanistan. Je me faisais du souci. À ce moment-là, on rassemblait déjà des preuves qui auraient permis de poursuivre plusieurs personnes en justice pour des crimes fédéraux. Mais les plans, ça ne marche que jusqu'au premier imprévu. Un jour, Muerto m'a appelé et m'a dit « Tu fais quoi là ?» Je lui ai répondu rien. Mais la manière dont il l'a dit m'a inquiété. Il y avait un problème. C'est très, très angoissant. S'ils savent qu'il travaille avec nous et qu'il les enregistre, alors ils vont le tuer. Muerto m'a demandé d'aller chercher plusieurs membres du gang et d'aller à un lieu de rendez-vous du MS-13. Cet endroit a été une source d'inquiétude pour nous. C'est tellement isolé. C'est très dur à surveiller. On avait peur que Meco se fasse tuer ici. J'ai ouvert la porte du garage et tout le monde s'est mis à me regarder. Je me suis dit, c'est fini, ils savent que je travaille pour le FBI. C'est une situation où notre enquête aurait pu prendre fin bien plus tôt qu'on ne l'avait prévu. Le chef Casper s'est levé du canapé.
Il m'a demandé, « T'as pas peur ?» Et je lui réponds, « J'ai jamais peur, mec. » Mais j'avais peur. Je m'attendais à ce qu'il me poignarde ou quelque chose comme ça. Et puis il m'a dit, « Ce soir on va t'initier au gang. On va te frapper. » Pour devenir un membre du MS-13, il faut se faire tabasser. Un chef compte lentement jusqu'à 13, et pendant ce temps-là, il y a jusqu'à 4 ou 5 membres du gang qui vous frappent. Le chef est arrivé à 13. Ils l'ont ramassé et ils ont célébré son entrée dans le gang. J'étais pas content quand ils en avaient terminé avec moi. J'étais triste. J'avais peur de raconter au FBI que je m'étais fait frapper parce que je craignais qu'ils me renvoient au Salvador. Quand Meko nous a appelés pour nous raconter ce qui lui était arrivé, notre première pensée c'était la vache. C'est un membre du gang. Et en même temps, je trouvais ça absolument génial. Il était devenu un membre à part entière et ça allait nous ouvrir de nombreuses portes au sein du MS-13. Ce que je me demande alors, c'est qu'est-ce qu'on fait? La première option, c'était de le sortir de là. Et même ça devait être fait avec précaution, parce qu'on ne pouvait pas le faire d'une manière qui leur aurait rendu évidente sa coopération avec nous. La deuxième option, c'était d'essayer de le garder infiltré. Un autre coup de chance dans notre enquête, c'est que, alors que les autres cliques de la région adhéraient à l'idée qu'il fallait commettre un meurtre pour devenir un membre, ça n'était pas le cas pour Eastside. Les règles étaient un peu différentes avec eux. Ils résidaient ici légalement. C'est quelque chose qu'ils ne voulaient pas perdre. Ils n'étaient pas aussi violents que les autres cliques. C'est ce qui nous a permis de continuer l'enquête en nous disant « On y va au jour le jour et on voit ce qui se passe ». S'il vous plaît, quelqu'un s'est fait tirer dessus. On a assisté à des pics de violence en 2014. Les dirigeants au Salvador étaient en train de créer une nouvelle manière de diriger le gang et ils punissaient sévèrement les membres qui avaient enfreint les règles. Il saigne de partout. Il a l'air d'avoir 14 ans. Il a mis le pistolet contre sa tête et... Ils ont fait en sorte que pour devenir un membre, il faille commettre un meurtre. Il y a un gars avec une machette à Chelsea. Il y a quelqu'un par terre parce que l'autre l'a frappé avec la machette. Il le pourchassait. Si vous refusiez de faire quoi que ce soit, vous deveniez une cible. Il y a des coups de feu sur Chelsea Broadway. Cette nouvelle règle était un cauchemar pour nous. On voyait des lycéens membres du MS-13 prendre leurs machettes et charcuter des membres du gang rival pour les tuer. Oh mon Dieu, il saigne beaucoup. C'est du pouvoir, c'est de la peur, ils veulent contrôler leur territoire. Ça vient de ses mains et je crois qu'il a été poignardé dans le dos. En quelques mois, on a assisté à plusieurs attaques à la machette où des gens ont perdu des bras. C'était un vrai carnage. Il fallait qu'on se dépêche dans notre enquête pour arrêter les responsables de tout ça. C'était très stressant. Ils recrutaient des gamins au lycée pour tuer des gens. L'étape suivante de notre enquête, c'était d'infiltrer les autres cliques et de rassembler des preuves contre eux. Il a fallu qu'on discute avec Meko, qu'on réfléchisse. Et il a eu une idée. Meko m'a dit, je vais faire conducteur de taxi au noir pour gagner de l'argent. Les taxis au noir sont très courants dans nos quartiers. C'est comme un Uber, mais en pas cher. Ça a commencé quand certains avaient besoin qu'on les ramène chez eux quand ils étaient ivres, parce que je buvais pas quand les autres buvaient. D'un coup, ils se sentent tous à l'aise avec moi et boum, tout le MS a mon numéro. On lui a dit, c'est génial, parce qu'on va pouvoir équiper ta voiture d'un système de surveillance audio et vidéo. C'est une très bonne manière de rassembler des preuves parce qu'on peut voir les visages clairement. Tout le monde reste assis dans la même position plutôt que de marcher dans la rue.
Il reçoit un appel d'un membre du MS-13. Il va le chercher, et puis il commence à lui faire la conversation. Aquí, Lolo, para que te vayas cómodo, ven, ayúdate, porque no me despidas los amortiguadores a un lado. ¿Y qué pedo, Lolo? Et puisqu'il lui faisait confiance, les gens ont commencé à lui parler des différentes affaires auxquelles il prenait part. Quand je recevais un appel du MS, j'obtenais une adresse, un numéro et je les transmettais au FBI. El doggy, te va a chullar a mí, te bajo un huevo, man. Ahí, así, te bajé, te lo pones bien, hombre. C'est arrivé plusieurs fois pendant l'enquête qu'il entende parler d'un crime avant qu'il ne soit commis. Meiko, c'était alors nos yeux et nos oreilles. Il nous a permis d'empêcher un peu de cette violence et d'en résoudre une partie. Porque el loco tiene que ponerse en algo. Ya ahorita yo le dije ya que tiene que poner la foto, ¿qué pedo? J'ai gagné leur respect parce que je venais du Salvador, donc quand ils s'asseyaient dans ma voiture, ils se mettaient à me parler. Mais j'avais constamment peur que quelqu'un me démasque. Empezó a tirar rato, tal vez. Mon expérience avec le cartel m'a été utile tout du long. Mais le MS est plus dangereux. Ma règle était simple, je ne faisais confiance à personne. C'était plus simple comme ça. C'était dangereux, mais le fait que Meiko avait une voiture nous a ouvert les portes d'un nouveau monde. C'était un véritable filon. Peu après que Meiko ait commencé à faire le taxi, on a pu faire notre première arrestation. Il y a eu un meurtre à Chelsea en décembre 2014. Des membres du MS-13 sont rentrés dans la maison, ont tiré sur une personne dans la tête et sur une deuxième dans le cœur, faisant un mort et un blessé grave. Meiko reçoit alors un appel de Big Crazy. Big Crazy est celui qui dirige les Everett locaux Salvatrucha. Il voulait faire passer le meurtrier du Massachusetts au New Jersey. J'ai répondu à Big Crazy. « Salut mec, je viens te chercher plus tard. » J'essayais de gagner du temps pour que le FBI puisse élaborer un plan. Je suis allé chercher Big Crazy, puis le tueur à gages est monté. C'était un gars du New Jersey surnommé Vidaloka. Big Crazy et l'assassin sont montés dans la voiture. On n'allait surtout pas laisser le tueur quitter la région. On a dit à Meiko qu'on allait le contrôler en prétextant que ses feux de stop ne marchaient pas. On le suivait. C'était très angoissant, c'était extrêmement dangereux pour Meiko. Mario était dans une voiture en civil et il a demandé à Meiko de s'arrêter. Je suis allé du côté conducteur. Mario a pu identifier tous les passagers du véhicule, en même temps qu'il établissait le procès-verbal. Il a vu le tueur, l'a fait sortir, lui a passé les menottes et puis il l'a emmené dans sa voiture. Immédiatement, Big Crazy a accusé Meiko d'être un informateur et d'avoir causé cette arrestation. J'avais peur. Vidaloka, le tueur à gages, s'était fait arrêter, et moi j'étais peut-être mort. Big Crazy, le chef, m'a dit qu'il voulait vérifier si mon feu de stop marchait. J'ai dit d'accord. Il est allé à l'arrière et il a vu qu'il ne se passait rien quand je freinais. Avant de monter dans sa voiture, Meiko a eu l'idée de désactiver ses feux arrière. Il ne nous l'avait pas dit, on n'était pas au courant. On n'a pas eu le temps de lui dire, il l'a fait tout seul. Je sais comment marchent les criminels, donc je devais me protéger. Je lui ai dit, ouais mec, ça marche pas, c'est ce qu'a dit la police. Et Crazy m'a demandé de le ramener chez lui. Il s'est calmé après cette vérification. Il était plus tranquille. À chaque instant de cette enquête, notre principale préoccupation était qu'il découvre qu'il travaillait avec nous et qu'il le tue. À chaque instant. En 2015, la direction salvadorienne a transmis des consignes à la direction états-unienne comme quoi il fallait qu'ils commettent plus d'actes de violence. Leurs ennemis se sont mis à les craindre. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il y a eu une bagarre et il répond plus. Ils voulaient en permanence démontrer que si leur slogan c'était « tue, viole et contrôle », ce n'était pas pour rien. Ils s'assuraient que tout le monde participait à ces violences.
La dernière fois que j'ai vu mon fils, c'était un dimanche. Il portait de nouveaux vêtements que je venais de lui acheter. Un garçon, qui disait être le cousin d'une fille à qui il parlait sur Internet, est venu pour l'emmener la voir. Il a dit que la fille l'attendait sur la plage. Alors qu'il marchait sur le rivage, le gang a surgi. Ils l'ont frappé à la tête avec une grosse pierre. Et quand il est tombé, les autres l'ont poignardé avec des couteaux de cuisine. Ils l'ont poignardé 38 fois. Les coups ont été tellement puissants qu'une partie du couteau est restée coincée en lui. Il n'avait que 15 ans. La vérité, c'est que je ne pensais pas qu'il pourrait le tuer ici. Je pensais qu'ici, il pourrait le menacer, mais pas l'assassiner. Mais je me suis trompée. Il n'y avait pas de différence entre ici et le Salvador, parce qu'il tuait tellement d'enfants. Ça a été terrible pour chaque mère. C'était brutal. Et ça nous a rappelé à quel point les membres du MS-13 étaient violents lorsqu'ils planifiaient et exécutaient leurs assassinats afin de pouvoir rejoindre officiellement le gang. Il s'était fait avoir par le gang. Sur une période de 2 à 3 mois, ils se sont fait passer pour une jolie fille auprès de ce garçon de 15 ans qui pensait avoir une petite amie. Ils pensaient qu'il faisait partie d'un groupe rival, le 18th Street Gang. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça m'énerve parce que je n'aime pas ça, la manière dont ils s'y sont pris. Le MS-13, ce sont des animaux. Ils transforment des enfants en psychopathes. Un mois plus tard, il y a eu un autre meurtre. Un Tchékéo du MS-13 qui se fait appeler Animal patrouillait avec 3 autres membres. Ils ont aperçu 2 membres du 18th Street Gang. Animal en a poursuivi un et l'a poignardé à mort. Meiko est tombé sur un autre filon. Animal est monté dans sa voiture et lui a avoué le meurtre. Ya le llegué y me quedó viendo los dos y me dijo, y le iba a reventar, le iba a apoyar, y yo le dije, le dije que Simón, le dije, la Mara te controla, chavala, le dije yo. Il a aussi obtenu un aveu pour le meurtre de Constitution Beach. Du début à la fin, le fait que le statut d'informateur de Meiko puisse être découvert a été une source d'inquiétude au sein de nos équipes. Les informations qu'il nous transmettait pouvaient mener à lui et causer sa mort. Chaque jour, ils accusaient quelqu'un de nouveau de travailler avec la police. En avril 2015, Meiko nous a appris que le MS-13 voulait tuer un membre du gang, connu sous le nom de Claqueur. On l'avait arrêté quelques mois plus tôt pour une histoire d'armes, il était donc en prison. Mais l'un des chefs pensait qu'il était devenu un de nos informateurs, et il a demandé à Meiko de se rendre au New Jersey, chercher un autre membre pour aller tuer Claqueur. Simón, maje, que vamos a ver qué pedo, tú me entiendes, ya con clarificó, dice todo, tú me entiendes, que el señor ya está bien arisco con todo el mundo, y vos no intentaste pegarle o le dijiste aquí, me fue para aquí. Ils pensaient que Claqueur était un indique et qu'il les avait balancés. Mais non, c'était moi. Claqueur était innocent. Meiko a amené le tueur à gages. Ils se sont mis à tourner en rond autour de l'endroit. Nous, on surveillait, on était en alerte maximale. S'ils avaient découvert qu'il les enregistrait, ils l'auraient tué sur le champ. L'information aurait été immédiatement transmise au Salvador et toute sa famille aurait été tuée. Je le suivais dans un véhicule civil. Mon boulot, c'était de surveiller que Meiko était bel et bien en sécurité. Yo lo que voy a hacer es el paro. El paro, cabal. No, por eso no te le vamos a pegar. El SAI este a donde está hablando, pues sí, por las cosas que están dando. Muchas cosas lo implican en ondas, va.
Je me sentais coupable parce que je ne voulais pas qu'il meure. Mais c'était pas facile pour moi, parce que je devais jouer le criminel, et en même temps, je voulais lui sauver la vie. À un moment, Chucky, qui était derrière, a sorti une machette et a commencé à lui expliquer ce qu'ils allaient lui faire. Ah, pues puta, andas una pija ni mala, man. No, hombre, ahí téngalo, solo ahí téngalo. Ya te volaba el dedo este, me. Le tueur à gages était censé arriver derrière lui et commencer à l'étrangler avec sa corde. Pendant ce temps-là, le Chequeos devait débarquer pour le frapper avec la machette et le tuer. Ya con un cohete, ¡pum, pum! A la carrera. Y un solo, como que caminando, no te paras ni un momento. Ya lo llevas listo. Ey, no, hombre, más, los homboys quieren hablar con vos, camina. J'étais inquiet, il tue tellement facilement, il pourrait tuer n'importe qui. J'étais énervé parce que ce gars n'avait aucun cœur. Ça le rendait heureux de voir du sang. Au bout d'un moment, le tueur à gages a fini par dire qu'il ne le retrouverait pas et qu'il était temps pour lui de rentrer au New Jersey. À ce moment-là, on avait déjà mis Clacker et toute sa famille en sécurité. Et Clacker était même en train de passer devant un grand jury pour témoigner de tout ça. Pendant 2 jours, on lui a demandé de tout nous raconter au sujet de ses activités au sein du gang. On est toujours à la recherche d'une opportunité pour trouver quelqu'un qui accepterait de coopérer avec nous. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer une enquête. Ce que je dis toujours à ceux qui travaillent avec nous, c'est qu'on a besoin de connaître les mauvaises choses qu'ils ont pu faire. Ça devait être la 6e fois qu'on parlait à Clacker et il nous a dit qu'il participait à des agressions de chauffeurs de taxi au noir et que Meko était celui qui attirait leur cible. Meko était celui qui appelait les chauffeurs, qui leur donnait rendez-vous à tel ou tel endroit, et quand le chauffeur arrivait, les membres du gang lui prenaient son argent. Ça a été un choc, ça a été un coup. Meko avait pris part à ce que au FBI on appelle des activités illégales non autorisées. Je me suis senti trahi quand j'ai appris ça parce que on était tellement impliqués. Aux côtés de Meko, notre relation change à ce moment-là. On collabore, mais c'est tout. Quand on fait quelque chose qui fait autant de mal aux membres de sa communauté, c'est blessant. C'est pas rien. Pour moi, c'était très grave. Je sens mon cœur se serrer parce que je me dis, mon enquête est fichue. La première chose que je me dis quand on m'apprend que Meko a participé à des vols à main armée, c'est que je vais devoir l'arrêter parce qu'il a enfreint la loi. C'est le genre de choses qui mérite la prison. J'étais déçu, énervé, et en plus, je devais en notifier mes supérieurs hiérarchiques. La première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de faire venir l'individu et de le confronter à ses actions. Je me sentais coupable, vous voyez, j'ai fait une erreur et je n'aime pas ça. Mais j'ai pas participé à l'agression en elle-même. Il l'avait fait pour gagner la confiance de ces gens. Ce n'est pas une réponse acceptable. En temps normal, on l'aurait arrêté. Mais il y avait des raisons tactiques qui nous ont fait continuer avec lui, ainsi que des raisons ayant à voir avec la situation réelle. Premièrement, si on le retirait à ce moment précis, le MS-13 allait penser qu'il travaillait avec nous. On mettait donc toute sa famille au Salvador en danger. Ils auraient sûrement été tués. Deuxièmement, on assistait à des pics de violence. On vient de tirer sur quelqu'un. Envoyez une ambulance, la police. Et cela aurait compromis notre capacité à protéger cette communauté où Meko était nos yeux et nos oreilles. Alors, les autres membres de la force d'intervention et moi, on s'est mis d'accord pour continuer avec Meko. À ce moment-là, on cherchait activement un moyen de mettre fin à cette enquête. On s'y préparait. Nous connaissions la plupart des chefs des différentes cliques de la région de Boston que nous pouvions poursuivre en justice ainsi qu'une quantité importante de membres. Mais on avait un problème. On ne connaissait pas le nom de tout le monde, leur vrai nom. En général, on n'avait qu'un surnom ou un nom de code. Il nous restait donc beaucoup à faire pour pouvoir les arrêter et les poursuivre en justice. Une des choses qui nous a aidés sur ce point, c'est qu'on a appris qu'il y allait avoir une nouvelle initiation au gang. On savait qu'il y allait avoir des supérieurs et des membres. Le 6 décembre
2015, on a suivi Meko jusqu'ici. On ne l'a pas suivi jusqu'à Deer Island parce qu'on ne voulait pas être vu. Évidemment, c'était l'hiver. Il faisait sombre. On est resté assis dans notre voiture et la rencontre a eu lieu. Et une fois qu'ils ont eu fini leur rituel, on a fait arrêter les voitures par la police de l'État. Assis, assis! Les mains sur le volant! On a menti, on leur a dit « Écoutez, vous êtes dans une station d'épuration des eaux usées. On nous a informé qu'il y avait des gens sur place et on doit vérifier que vous n'êtes pas des terroristes. » Qu'est-ce que vous faites là? On pêchait. Vous pêchiez? Ouais. Ils ont pris des photos de tout le monde, ils ont regardé leur carte d'identité et écrit leur nom. Comme ça, une fois qu'on aurait nos mandats d'arrêt, on aurait une assez bonne idée de où on devrait aller chercher nos suspects afin de procéder à leur arrestation. Quand on a fini de récolter ces informations, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir inculper 62 membres, chefs et associés du MS-13. En décembre 2015, on s'apprêtait à conclure notre enquête parce qu'on avait enfin obtenu l'identité de nos suspects. Sauf qu'on a appris par le biais de Meko qu'un chef de Boston devait se rendre à une réunion de la branche de la côte Est qui allait se tenir en Virginie. Et ce chef a demandé à Meko de l'y emmener avant de finalement l'inviter à participer à la réunion. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de la réunion, mais on savait que les chefs de la branche de la côte Est n'étaient pas satisfaits par la direction de la clique de Meko. On a donc suivi Meko et ce chef jusqu'à Richmond, en Virginie. Les gens disaient que Casper était trop vieux parce qu'il ne voulait plus commettre autant de crimes qu'avant. Les chefs au Salvador voulaient toujours qu'il y ait plus de meurtres. Casper avait peur parce qu'il ne voulait plus participer à ces crimes. En arrivant à Richmond, on a remarqué que des membres du MS-13 faisaient de la contre-surveillance et qu'ils s'assuraient qu'il n'y avait ni force de l'ordre, ni membres de gangs rivaux. C'était angoissant pour nous, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Et pendant la réunion, le chef de la branche de la côte Est a demandé à Meko « Pourquoi tu t'es pas chargé de Casper? Pourquoi t'as pas pris sa place ?» Il voulait remplacer Casper et Playa par Meko et Muerto pour qu'ils soient les nouveaux chefs de la clique. ¿Cómo está el pedo ahí con la clica de ustedes dos? No, hombre, que ahí el mero, digo, lo está haciendo un baje ahí. ¿El viejo? Sí, loco. ¿Quién es el loco del Casper? ¿Y por qué no lo bajan ustedes? ¿Por qué no se arreglan? Bueno, y esto... Il m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Ton chef Casper doit dégager, il ne respecte pas les règles. » C'était un grand choc pour nous. J'avais peur parce que je ne voulais pas refuser, mais je ne voulais pas non plus diriger la clique. Meko avait la confiance de tous ces gens importants. Meko allait être à un poste où il aurait été obligé de donner le feu vert à des crimes violents, de donner le feu vert à des meurtres, mais surtout il se trouvait dans une position où sa vie allait être en danger s'il ne respectait pas les ordres. Quand on a appris que Meko allait accéder à une position de pouvoir, on savait que c'en était fini de cette enquête. Il fallait y mettre un terme. À ce moment-là, je voulais empêcher de potentiels meurtres et faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Pour moi, ça devient une course contre la montre. D'abord, on devait s'assurer de mettre Meko et sa famille en sécurité. Il y avait énormément de couches dans cette enquête. Je me suis mis à travailler environ 18 heures par jour, 7 jours sur 7, à régler les dernières failles, à m'assurer qu'on savait bien où était tout le monde pour qu'on puisse frapper d'un grand coup et les arrêter en même temps. Le jour du démantèlement, c'était le 29 janvier 2016. J'avais pas dormi cette nuit-là. On avait tout planifié jusqu'au plus petit détail possible. C'est toujours stressant. Je voulais m'assurer qu'on allait arrêter toutes les personnes impliquées. C'était la première fois qu'on faisait 62 arrestations d'un seul coup. C'est beaucoup de travail. On voulait vraiment procéder à un grand démantèlement pour faire disparaître cette criminalité de notre communauté. Toutes nos équipes, plus de 500 officiers de maintien de l'ordre ont débarqué au domicile des suspects.
Ils avaient ce que j'appelle une clé universelle. C'est un gros bélier. Vous frappez la poignée, ça brise le verrou, la porte s'ouvre et vous pouvez rentrer. Certaines personnes ont pu échapper à notre coup de filet ce jour-là. Mais au cours des semaines qui ont suivi, on a pu attraper tous ceux qu'on devait arrêter. Vers 17h, on boit un coup, on fête notre victoire. On sait qu'on a fait notre boulot. On a affecté la branche de la côte Est en arrêtant leur chef d'ici et en inculpant leur chef au Salvador. Et après une petite pause, on a permis de résoudre plusieurs affaires de meurtre à travers le pays. Ça a fait des gros titres. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'arrestation de l'individu à la tête de la branche de la côte Est du MS-13. Il dirigeait jusqu'ici des groupes et des cliques dans 10 États différents. Les gens étaient vraiment contents qu'on fasse quelque chose contre le gang. J'y repense et je me dis, ouais, c'était pas mal. Les membres de la communauté sont allés se coucher ce soir-là en sachant que les criminels dont ils avaient peur au quotidien avaient été arrêtés. Quand j'ai reçu l'appel qui m'a informé de la fin de l'enquête, je me suis dit, Dieu merci, j'ai survécu. Plus jamais je ne travaillerai comme ça, plus jamais je ne côtoierai le MS-13. Ce sont des animaux. J'avais l'opportunité de faire un travail normal et de faire les choses bien. C'est dur d'être un informateur. Je ne le referai pas, même si le FBI me proposait $1 million. On n'aurait jamais pu réussir cette enquête sans Meko. C'est l'une des meilleures sources avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il était intelligent et courageux. Bien sûr, il a eu des loupés, mais il ne ressemblait à aucun autre informateur avec qui j'ai pu travailler. Le MS-13 continuera de chercher Meko jusqu'à ce qu'il meure de vieillesse. Le fait qu'il ait pris ce risque est incroyable. Au début de notre enquête, on ne savait pas où on allait. Grâce à Meko, on a été aux premières loges pour assister à la destruction que semaient les membres du MS-13 dans leur propre communauté. Je n'aurais jamais pu imaginer tout ça quand j'ai rencontré Meko au Salvador. Meko vit maintenant en lieu sûr, à l'américaine. C'est un bon père de famille et il mène une vie honnête. Le premier procès a commencé fin 2017 et a duré jusqu'en 2018. Il y a quelques personnes qu'on n'a jamais pu identifier. On a donc arrêté 50 personnes sur les 62 suspects et on a condamné les 50. Ils ont eu de grosses peines, il y a plusieurs perpétuités, et je crois que la peine la plus légère était aux alentours d'une 12aine d'années. Beaucoup ont perdu des enfants et ont l'impression que leur famille est plus en sécurité maintenant que les membres du gang ont été arrêtés. Personne n'a été tué depuis. Ils ont fait du bon travail. On a fait considérablement disparaître le MS-13 dans la région de Boston. Pour moi, c'est ça qui nous permet d'estimer qu'on a réussi. L'impact de notre opération est durable et est toujours tangible aujourd'hui. Le MS-13 peine encore à s'en remettre. Je suis très heureux et je me sens très fier du fait que notre enquête est réussie et qu'elle ait permis de venir en aide à nos quartiers. Je ne fais pas ce métier pour la reconnaissance. Je fais ce métier parce que je veux que nos quartiers soient plus sûrs. Je veux protéger notre pays.